RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans ce RCJ Midi du vendredi, l'occasion pour nous de revenir sur les moments forts de l'actualité de la semaine. On reviendra sur le verdict dans le procès du Moël Gabriel Assouline, condamné à 7 ans de prison ferme pour viol, un procès que RCJ a suivi. On évoquera également la haine antisémite qui semble ne plus se cacher. Des élus ont reçu cette semaine par email des tracts d'une rare violence. Vous écouterez la réaction de la députée de Paris, Astrid Pagnosian, et du président du CRIF, Jonathan Arfi, le CRIF qui d'ailleurs a récemment reçu de nouvelles menaces. On reviendra sur ce débat qui refait surface, le débat sur l'abaya cette semaine, l'abaya à l'école. Vous écouterez la réaction et le témoignage d'un chef d'établissement et syndicaliste de l'éducation nationale. Et puis en fin d'édition, on reviendra sur un billet d'humeur très commenté, celui de Patrick Lugman, intitulé « La vérité si je meurs ». Voilà donc pour le programme de cette heure d'info que l'on débute par l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce vendredi, Margot. Fusillade criminelle hier soir près de Nazareth en Israël. En France, Emmanuel Macron se rend à Annecy au chevet des victimes de l'attaque au couteau d'hier. Enfin, du foot avec la désillusion d'Israël au mondial de foot, donc des moins de 20 ans. L'armée israélienne s'est heurtée à des citoyens libanais le long de la frontière avec le Liban. L'incident a débuté lorsque des Libanais ont délibérément interféré sur le travail de l'armée côté israélien, mais ils ont alors été expulsés. Un résident libanais aurait été touché par une grenade. Elle estime qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de provocation délibérée des Libanais. Fusillade criminelle hier dans la ville arabe de Yafa al-Nasserie dans le nord d'Israël. Le bilan est de 5 morts. Il s'agit de l'un des actes les plus meurtriers de violences criminelles de ces dernières années en Israël. Les détails avec notre correspondante pour RCJ, Emmanuel Ada. Cette fusillade a eu lieu dans une station de lavage de voitures. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Nazareth. 5 personnes sont décédées. Un peu plus tôt, une fillette de 3 ans et un homme de 30 ans ont également été gravement blessés à Kfar Kana, une banlieue de Nazareth. Selon les statistiques de la police israélienne, la criminalité a déjà fait près de 100 morts depuis le début de l'année dans les villages et villes arabes. Des gangs arabes ont accumulé quantité d'armes au cours de dernières décennies. Ils se livrent à des trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains. Ils contrôlent des réseaux de prostitution ou de blanchiment d'argent et commettent toutes sortes d'actes de violence et d'extorsion dans leur ville en Israël. Emmanuel Ada, correspondante RCJ en Israël. Un État supplémentaire a approuvé la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Et il n'est autre que le Kosovo qui était aussi le premier pays à majorité musulmane à avoir ouvert une ambassade à Jérusalem. L'actualité internationale avec la Russie qui a lancé cette nuit de nouvelles frappes aériennes. Au moins 8 personnes ont été blessées à Ouman dans le centre de l'Ukraine. Un missile a également été abattu dans la région de Jitomir, mais les débris ont détruit une maison. Une douzaine d'autres domiciles ont été endommagés. Au moins une personne est morte et 3 blessés. En France, après l'attaque au couteau hier à Annecy, Emmanuel Macron est sur place auprès des victimes. Le chef de l'État souhaite effectivement se rendre au chevet des victimes de cette attaque qui a touché 6 personnes, dont 4 enfants de 22 à 36 mois. 2 des enfants blessés sont toujours en urgence vitale. C'est ce qu'a déclaré ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur France Info. Aux dernières nouvelles que j'ai, mais qui sont des nouvelles qui ne sont pas stabilisées. Donc attention, il y aurait encore 2 enfants qui seraient en situation d'urgence forte. Ça veut dire qu'il y a 2 enfants qui vont mieux. Avec des interventions chirurgicales qui ont été réalisées. Aller mieux, honnêtement, je n'ai pas accès au dossier médical. De ce que je sais, il y aurait encore 2 enfants qui seraient considérés en urgence absolue, urgence vitale. Il n'y a rien qui pourra jamais justifier, ni jamais expliquer pourquoi des enfants pourraient être la cible d'un homme. Et donc les 4 enfants touchés ont pu être hospitalisés, précise la Première ministre. Le suspect n'a toujours pas été auditionné. On a appris ce matin la disparition du sociologue Alain Touraine à l'âge de 97 ans. Alain Touraine était notamment connu en France et à l'international pour ses recherches sur les mouvements sociaux de mai 68 aux Gilets jaunes en passant par les usines Renault ou encore l'Amérique latine. Il a toute sa vie scruté la sphère sociale avec curiosité, liberté et inventivité sans cesse renouvelée. De la culture en Israël avec ce carton pour Bruno Mars.
Pas moins de 50 000 places ont été vendues en 2 heures pour le concert de Bruno Mars à Tel Aviv. Ce sera le 4 octobre prochain. Il s'agira de son premier concert en Israël. Et puis on termine évidemment avec le football. La fin du rêve pour Israël lors du mondial des moins de 20 ans. Et oui, Israël s'est incliné 1-0 hier soir face à l'Uruguay en demi-finale donc, de ce mondial. L'Uruguay affrontera lundi l'Italie pour le titre suprême. Quant à l'équipe israélienne, elle jouera dimanche face à la Corée du Sud pour la 3e place du championnat. Merci Margot Siffer. Dans un instant, nous reviendrons sur le verdict dans le procès du Moël Gabriel Assouline, condamné à 7 ans de prison ferme pour viol, un procès que RCJ a suivi. Vous écouterez un témoignage poignant de l'une des victimes. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Le Festival des cultures juives présente l'orchestre arabo-andalou de Fès et le cantor de renommée internationale Émile Zrian. Jeudi 15 juin à 20h à la salle Gaveau, Paris 8e. Un voyage au cœur de la musique arabo-andalouse et judéo-arabe, un hymne au partage, un concert exceptionnel. L'orchestre arabo-andalou de Fès et Émile Zrian, jeudi 15 juin à 20h à la salle Gaveau. Réservation 01 49 53 05 07 ou salgavo.com, salgavo.com. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte-France. Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Horte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte-France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. RCJ Midi, Rudy Saada. C'est menotté et escorté par des policiers que le Moël Gabriel Assouline a quitté le palais de justice de Pontoise lundi soir, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. Ce Moël très populaire dans la communauté avait pratiqué plus de 10 000 circoncisions dans sa carrière. Je propose d'écouter un témoignage édifiant de l'une de ses victimes. Vanessa était partie civile dans ce procès. Vanessa, racontez-nous ce qui s'est passé lors de la circoncision de vos 2 enfants avec le Moël qui est accusé aujourd'hui devant cette cour d'assises. Alors la première fois c'était en 2007. Monsieur Assouline a dit qu'il fallait venir la veille de la circoncision chez moi pour observer mon fils et vérifier qu'il était bien apte à la circoncision du lendemain. Et à cette occasion, il m'a dit qu'il trouvait que le bébé avait l'air d'être mal nourri. Moi, je l'allaitais au sein depuis le début. Et donc, il m'a dit qu'il devait m'examiner. Il a demandé à mon compagnon de prendre mon bébé et de sortir de la chambre. Et là, il m'a dit soulevez votre t-shirt et je vais vous examiner. Et il a mis ses 2 mains sur mes seins en les pressant. Et donc moi, j'étais complètement interloquée, mais j'ai pas eu de réactivité. Je me suis laissée faire. Et on a reçu le certificat de circoncision quelques jours plus tard et on a mis ça de côté. Et ce qui m'a malheureusement conduite à faire à nouveau appel à Monsieur Assouline en 2010. Monsieur Assouline se présentait comme un médecin, c'est bien ça? Il s'est présenté à moi comme un médecin et mon compagnon a insisté là-dessus parce qu'il était très inquiet et effectivement il a dit « vous en faites pas, je suis médecin », il l'a dit à plusieurs reprises. Alors que s'est-il passé en 2010 lorsqu'il s'est occupé de la circoncision de votre 2e petit garçon?
Il est revenu chez moi quelques jours après la circoncision. Là, il a à nouveau dit que mon fils avait l'air de pas être bien nourri. Alors, moi, j'ai dû faire un geste d'agacement parce que mon fils en question, le deuxième, il était plutôt très costaud, donc toute son argumentation, je la comprenais encore moins. Et là, il m'a regardé moi, il m'a dit « Vous êtes vraiment épuisé, vous avez l'air anémié, vous avez accouché par voie basse ?» Donc moi, je dis « Oui. » Vous avez dû avoir une déchirure. Je dis oui, effectivement, j'ai une épisiotomie. Et là, il me dit, il va falloir que j'examine parce qu'à mon avis, elle a mal été faite, cette épisiotomie. Il y a peut-être une infection, ça n'a pas bien cicatrisé, il faut absolument que je vérifie. Donc, il confie mon fils à son père et il se retrouve seul avec moi. Et là, il pose ses mains sur moi au niveau de l'épaule et de la hanche. Il m'incline vers l'avant et il me demande de baisser mon pantalon et mon slip. Je le fais, je suis vraiment sidérée, je ne sais même plus ce qui se passe, je suis bloquée, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Il s'approche de ma vulve et il la touche et il écarte les lèvres. Et là, il enfonce son doigt et il l'utilise pour palper tout l'intérieur de mon vagin. C'est un moment pendant lequel, pour moi, je ne sais même plus ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, j'ai tellement mal. Et là, il enlève son doigt, et il me dit de me rhabiller. Donc je me rhabille, je m'assois, il s'assoit à côté de moi, je vois son regard et je réalise qu'en fait, il n'a pas du tout les yeux ni d'un médecin, ni d'un Moël, mais vraiment d'un homme pervers et mauvais qui n'a aucune considération pour moi. Et je suis vraiment choquée. Et là, il part de mon appartement soudainement, sans me dire au revoir, sans dire au revoir à mon compagnon. Qu'est-ce que vous attendez, Vanessa, de ce procès ? J'attends que le silence s'arrête en fait. J'attends qu'on écoute les femmes qui se plaignent de ce monsieur. J'attends que la justice fasse son travail, qu'il soit sanctionné pour ces actes qui sont d'une gravité extrême. On est nombreuses. Il a joué sur notre vulnérabilité de jeune maman, sur l'ascendant qu'il a eu sur nous parce qu'il était un homme religieux, parce que nous nous sentions presque coupables. La majorité des femmes en question étaient en couple avec des hommes non juifs et on avait un peu l'impression d'être comme un petit peu des parias. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Donc pour nous, il était très respectable et on avait la chance qu'il accepte de circoncire nos enfants. Et là, il a joué aussi sur le fait qu'il s'est fait passer pour médecin. Donc tout ça cumulé fait que nous étions vraiment... on aurait écouté tout ce qu'il nous disait en fait. Et en plus, il jouait surtout sur la santé de nos bébés. Donc on a eu très peur pour nos enfants et on a suivi toutes ces directives et il nous a vraiment bernés, humiliés, blessés et il a trahi la confiance aussi de nos compagnons. Il nous a vraiment démolis. En vérité, il y a eu des conséquences très graves pour chacune après. Donc pour moi, c'est absolument impensable qu'il sorte de ce procès sans condamnation. Vraiment, ce serait vraiment extrêmement grave et un vrai scandale. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et le verdict a donc été rendu lundi soir. Le reportage au Palais de justice du Val d'Oise de Laurence Goldman et Lou Cohen. À l'énoncé du verdict hier soir, l'accusé a la tête baissée, pas un regard en direction des victimes, ces femmes qui depuis 6 ans l'accusent d'attouchement à caractère sexuel. La Cour, présidée par le juge Marc Trévidic, a rendu un jugement sans appel, 7 ans de prison ferme pour ce Moël de 62 ans qui se vantait d'avoir pratiqué 10 000 circoncisions dans toute l'Île-de-France depuis plus de 30 ans. Reconnu coupable de viol aggravé sur l'une des plaignantes et d'agression sexuelle sur 2 autres, il a quitté la salle d'audience menottes au poignet pour être immédiatement incarcéré. Pour ces jeunes femmes bouleversées, c'est un long combat judiciaire qui s'achève. Justice a été faite, tout ce qu'il a fait n'est pas resté impuni. Donc pour toutes celles qui étaient là et puis toutes celles qui n'étaient pas là mais qui ont subi les mêmes choses. Pour moi, c'était très 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 important qu'il aille en prison. Parce que voilà, au moins justice, il a fait du mal, il paye, c'est normal. Tout ça a été très lourd et aujourd'hui, ça y est, c'est enfin terminé. On peut enfin repartir dans notre vie de façon positive et surtout pour nos enfants et pour nos garçons. On va s'occuper d'eux du mieux qu'on peut, mais un peu plus sereine qu'on était il y a quelques temps. La peine a été assortie d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans et de l'interdiction définitive d'exercer l'activité de circonciseur. Le président a motivé sa décision en évoquant le mode opératoire identique. Le Moël prétextait un danger pour la santé des bébés afin d'examiner le corps de leur mère, de jeunes accouchés, fatigués et vulnérables. Le verdict fait également allusion au côté prédateur de l'accusé,
Pour l'avocat de la défense, Francis Mesguer, l'enfermement de son client, Gabriel Assouline, a été son pire ennemi. Ce verdict me donne un sentiment de partage. Il est à la fois supportable, du moins dans ma conception d'avocat, au regard du nombre des plaignantes initiales, au regard également d'une gravité indiscutable des faits qui étaient imputés à M. Assouline. Il m'a un peu bousculé, il m'a un peu bouleversé parce que je croyais jusqu'au dernier moment que j'arriverais à éviter à cet homme un enfermement réel. Mais je crois que son propre enfermement a été son pire allié. Le président a relevé que votre client n'avait pas reconnu les faits pendant les audiences. Ça a joué en sa défaveur, selon vous ? À mon avis, ça a évidemment joué en sa défaveur. Je dirais que M. Assouline, à mon avis, n'a pas la possibilité d'aller au-delà de ce qu'il a reconnu tout au long de l'instruction, d'abord de la garde à vue, de l'instruction, et devant la cour criminelle depuis mardi dernier. Il y a une frontière qu'il n'a pas pu dépasser. Est-ce que votre client va faire appel ? Je peux ce soir vous dire que non. Nous allons gérer différemment son devenir judiciaire, carcéral, que de reprendre notre sac sur le dos et d'affronter une cour d'assises avec des jurés. Depuis 2017, l'avocat Élie Korchia accompagne les parties civiles, les seules pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, car au total, ce sont au moins 40 femmes qui ont subi les agressions sexuelles du Moël. Il se faisait passer pour un médecin, un sachant, a souligné le président. Il abusait de son autorité de juif pratiquant. Pour Maître Korchia, la justice a été rendue avec un grand J. La justice a été rendue ce soir. Et une décision de la cour criminelle parfaitement motivée a été lue par le président Trévidic. D'abord, je rends hommage ce soir à l'arrêt qui a été rendu par la cour criminelle du Val d'Oise. On a vécu une semaine extrêmement importante. Tout a été dit, tout a été expliqué. Cette décision et cette peine de 7 ans, à la fois qui reconnaît les faits d'agression sexuelle dont étaient victimes 2 parties et de viol sur personnes vulnérables. Donc c'est un viol avec une circonstance aggravante qui a été commis sur la personne que j'assistais. Eh bien, je crois que ces faits ont été parfaitement analysés par la Cour et que la décision qui a été rendue est juste. C'est l'affaire qui ne remet pas en question la communauté juive, qui ne remet pas en question la pratique de la Brit Mila en France. On a bien compris que c'est malheureusement le cas d'un homme qui avait des déviances sexuelles, des pulsions sexuelles et qui a agi, je l'ai expliqué, comme un prédateur sexuel. La question n'était pas que ce soit un bon ou un mauvais Moël. Il s'est présenté lui-même comme l'homme aux 10 000 circoncisions en plus de 30 ans. La question, c'est qu'un Moël ne doit pas faire ça. Un homme religieux ne doit pas faire ça. Un homme tout simplement ne doit pas faire ça. Ça ne fait jamais sourire de voir un homme à qui on met les menottes à la fin d'une audience criminelle et qu'on emmène en prison. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de justice. Et le plus important pour moi ce soir, encore une fois, c'est d'être à côté de Vanessa, de Laura, des parties civiles qui ont été reconnues dans leur statut et pour qui ce soir, eh bien, la justice a été rendue avec un grand J. Un procès et un verdict qui feront date dans l'histoire de la communauté juive de France. C'est en tout cas le souhait de toutes ces femmes qui ont eu un jour le courage de briser l'omerta. Des emails appelant à régler le problème juif en France. Nous sommes en 2023 et ces tracts ont été envoyés à des députés et à des sénateurs. Cette semaine, une plainte collective a depuis été déposée par un groupe de députés de la majorité, Églantine Delalleux. Stoppons la race juive, tel est le titre d'un tract reçu par plusieurs députés de la majorité par mail hier. Ils sont ceux qui nous gouvernent, qui décident du bien et du mal et qui nous remplacent. Il est crucial pour nos populations de résoudre la question juive le plus tôt possible, peut-on aussi lire. Ce message appelle à rejoindre le site web Démocratie participative. Créé en 2016, il est décrit comme néo-nazi et son présumé administrateur serait le blogueur ultranationaliste Boris Lelay. Il a été condamné à plusieurs reprises pour inciter
incitation à la haine raciale, aux contestations de crimes contre l'humanité. Mais ces condamnations sont sans résultat puisqu'il habiterait au Japon, un pays avec lequel la France n'a pas de convention d'extradition. Des députés de la France Insoumise avaient reçu la veille un tract de la même teneur avec des croix gammées. Un envoi numérique qui a ciblé seulement les parlementaires masculins blancs, m'a confié une source au sein de la NUPES. Selon l'Association des maires de France, les agressions d'élus locaux ont augmenté de 15% en 2022. Astrid Pagnosian-Bouvet, députée de la 4e circonscription de Paris, a réagi cette semaine sur notre antenne. Nous sommes en ligne ce matin avec Astrid Pagnosian-Bouvet, députée de la 4e circonscription de Paris. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Quelle a été votre réaction et celle de vos collègues quand vous avez reçu cet email hier ? C'est une réaction d'horreur. On n'a pas envie en fait de s'habituer, parce que c'est pas la première fois que des députés, notamment des députés de la majorité présidentielle, reçoivent des menaces de mort, des insultes racistes. Donc c'est quelque chose auquel il ne faut pas s'habituer, mais c'est toujours quelque chose de terrible quand on le reçoit, soit par papier, soit ici en l'occurrence une ouverture de mail. Tout à fait. Alors, une enquête préliminaire a été ouverte aussi cette semaine après des menaces de mort visant le CRIF, reçues également sur Internet. Que faire contre cet antisémitisme décomplexé qui s'exprime de plus en plus avec, on peut le dire aussi, un retour de cette question de l'antisémitisme d'extrême droite ? Alors, je pense qu'il faut maintenant être vigilant sur ces deux formes d'antisémitisme, que ce soit l'antisémitisme d'extrême droite, que certains ont pu naïvement croire qu'il était en train de s'éteindre, et puis l'antisémitisme d'extrême gauche dont on a beaucoup parlé et qui prend notamment la forme de critiques très très virulentes sur l'État d'Israël et sa négation à travers l'antisionisme. Donc il y a déjà une vigilance à avoir sur les deux formes d'antisémitisme, là où on a pu peut-être manquer de vigilance sur le premier. Et ensuite, je pense que c'est vraiment à la justice de frapper très fort, à la fois dans les moyens qu'elle se donne pour la recherche de ceux qui commettent ces actes et dans les sanctions. Alors, vous le disiez il y a un instant, au mois de mars... Et de manière générale, je pense que tout ça s'inscrit dans un climat... de violence en fait contre aussi, j'ai envie de dire, tout ce qui incarne une forme de verticalité. L'instituteur, le magistrat, le policier, le maire, on l'a bien vu à Saint-Brévin, comme on l'a vu plus récemment en Tarn-et-Garonne. Donc c'est souvent quand les Juifs sont menacés, c'est aussi parce que les institutions et ce qui tient une société peut être menacé. Donc c'est vraiment un climat sur lequel il faut être extrêmement vigilant, et il faut se donner les moyens pour que la justice passe et qu'elle tape fort. Pour que la peur change de camp, clairement. Effectivement, au mois de mars, vous aviez rendu public cette lettre d'insultes et de menaces particulièrement révoltantes que vous aviez reçue. Est-ce que donc vous avez le sentiment qu'il y a une augmentation exponentielle de la violence envers spécialement les élus ? Alors, moi, je suis élue pour la première fois et donc, effectivement, j'ai reçu cette lettre. Non, il y a des chiffres, il y a des statistiques qui montrent que les violences faites aux élus ont augmenté de 30%. Sans doute aussi parce que les élus ont maintenant moins de difficultés à les faire savoir, là où ils pensaient peut-être que ça faisait partie de la normalité des choses, là où ça pouvait aussi être vu comme un manque d'autorité de leur part que de recevoir des insultes. Maintenant, les élus n'hésitent absolument pas à porter plainte. Mais là aussi, je pense qu'il faut que, sur le cas de Saint-Brévin comme sur le cas du Tarn-et-Garonne, que les élus se sentent totalement soutenus par l'État et ne se sentent pas seuls, en fait. Parce que c'est aussi ce qu'on a pu voir lors de l'audition de Saint-Brévin. Moi, en tout cas, j'ai pu porter plainte, j'ai pu, avec tous les collègues, j'ai eu le soutien naturellement du préfet de police. Il y a une enquête qui est en cours. Mais je pense qu'il faut frapper fort et frapper vite parce qu'il faut vraiment que la peur change de camp en ce qui concerne l'antisémitisme ou en ce qui concerne toutes ces incivilités, menaces et agressions faites contre les gens qui s'engagent pour servir, de l'instituteur au policier, au maire.
Et cette semaine a été marquée par la multiplication d'actes à caractère antisémite. Le mur d'un parc a été tagué dans la ville de Cholet, insultant Alfred Dreyfus. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après des menaces d'attentats contre le CRIF, des menaces proférées sur le forum jeuxvideo.com. Le président du CRIF, Jonathan Arfi, était notre invité cette semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi. Bonjour. Bonjour. On évoque bien évidemment pour commencer ces menaces proférées contre le CRIF sur un forum très populaire de jeux vidéo. Un individu évidemment anonyme évoque un projet d'attentat. Je vais rafaler, ce sera une boucherie non cachère. Voilà ce qui est écrit. Une enquête préliminaire donc, a été ouverte cette semaine par le parquet de Paris. Déjà, est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Est-ce que vous êtes entretenu avec le ministère de l'Intérieur? Oui, effectivement. D'abord, il faut le dire, nous l'avons appris par la presse. Comme c'est souvent malheureusement le cas dans ce genre de situation. Nous prenons ces menaces au sérieux, évidemment. Je me suis entretenu avec le cabinet de Gérald Darmanin sur le sujet. Ça s'inscrit dans un contexte où ce genre de choses arrive très régulièrement, malheureusement, il faut le savoir, notamment, en l'occurrence, sur une plateforme, un forum qui s'appelle jeuxvideo.com, sur lequel il y a un niveau d'expression et de violence verbale extrêmement forte, principalement des jeunes, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, et on a malheureusement déjà eu des menaces émanant de ce forum, donc de propos tenus sur ce forum. Donc nous sommes évidemment vigilants parce que nous craignons les passages à l'acte d'une part, mais aussi les effets d'entraînement, les effets d'imitation qui, après des menaces de ce type, ne manquent pas de se produire. Qu'est-ce qui a fait que justement cette fois une enquête préliminaire a été ouverte? D'abord la gravité de la menace, puisqu'il y a quelqu'un qui affichait une détermination dans les propos extrêmement forte, un projet qui était explicité, détaillé. Donc je crois que c'est ce qui a justifié l'ouverture d'une enquête dans ce cas précis. Nous n'avons à ce stade pas d'informations supplémentaires, mais nous suivons évidemment le dossier de près. Alors ces menaces font écho à cet email reçu hier par des sénateurs, des députés avec des tracts marqués de croix gammées, des slogans on ne peut plus clairs. On a l'impression que l'antisémitisme d'extrême droite, qui a continué à exister, mais sur lequel on s'est un peu moins focalisé ces dernières années, se manifeste de plus en plus. Oui, et puis on peut ajouter à cette liste aussi des tags anti-Dreyfus qui ont été découverts sur des murs à Cholet. On peut ajouter les graffitis qu'il y a eu sur la synagogue d'Issy-les-Moulineaux ce week-end. Ça fait beaucoup en une semaine. On est sur quelques jours dans une chronique assez triste, banale, de l'antisémitisme quotidien aujourd'hui en France. Ce dont ça témoigne, c'est que toutes les menaces existent, qu'elles peuvent être plus ou moins fortes, qu'elles peuvent se traduire par plus ou moins de passage à l'acte, mais qu'il y a différentes sources idéologiques qui nourrissent l'antisémitisme. L'extrême droite, évidemment, est l'une d'entre elles, l'islamisme, l'extrême gauche aussi, bien sûr, mais en l'occurrence là, pour ces cas précis, on est a priori sur des sources qui viennent plutôt de l'extrême droite. Alors l'actualité politique de ces derniers jours a été marquée par cet échange rendu public par l'Élysée entre Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne. Le président lui reprochait d'avoir utilisé des termes des années 90 pour évoquer l'héritage pétiniste du RN. Comment vous analysez cette séquence, Jonathan Arfi? Est-ce que le président n'a pas ouvert un débat qui est finalement salutaire sur la manière de combattre l'extrême droite? Ce débat, il est d'abord le reflet d'un malaise. C'est qu'aujourd'hui, nous, démocrates, républicains, collectivement, ne savons pas quelle est la meilleure réponse, quelle est la meilleure stratégie face au discours du Rassemblement national. Je regrette que cet incident ait pu donner le sentiment qu'il faudrait renoncer au combat moral ou à la dimension morale du combat contre le Rassemblement national. Je me suis exprimé publiquement sur le sujet. Je pense que c'est important de ne pas déserter le champ moral, parce que malgré tout, c'est un champ qui est fondamental quand on connaît l'histoire du Rassemblement national, mais aussi le fait que nous aurons besoin de convaincre une partie des électeurs qui sont sensibles le moment venu à cette thématique-là. Alors bien sûr, il faut compléter ces arguments-là par d'autres types d'arguments sur les faiblesses, les incohérences, le manque d'expertise, de compétences qu'il y a au Rassemblement national pour prétendre un jour diriger ce pays. Mais nous devons garder les deux axes, un axe moral et un axe entre guillemets technique pour répondre au Rassemblement national. C'est important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté du président de la République avec l'image de Pétain? On se souvient de ses propos où il dissociait ce Pétain de Verdun et le Pétain de Vichy. J'espère que non, et je ne pense pas. Donc j'imagine que c'était dicté avant tout par une différence d'analyse
sur la stratégie à tenir vis-à-vis du Rassemblement national. Néanmoins, c'est bon de rappeler parfois les fondamentaux. Effectivement, il peut y avoir en France un courant qui veut de temps en temps réhabiliter d'une certaine manière la mémoire de Pétain, et ça, c'est pour nous totalement inacceptable. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas le cas du président de la République, mais je sais que c'est un courant qui existe dans la société française, et nous avons la responsabilité de continuer évidemment à mettre les points sur les i sur la question. Alors, le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich est en visite en France. Il est actuellement au siège de l'OCDE. Il a rencontré des entrepreneurs français, mais aucun responsable communautaire, comme il est pourtant de coutume, ni le président du CRIF, ni celui du FSJE, ni le grand rabbin de France. Pourquoi ne pas avoir voulu rencontrer un ministre israélien comme il est de coutume de le faire? Vous l'avez fait avec le ministre de l'Aliyah il y a quelques semaines. D'abord, il a rencontré une délégation de responsables d'institutions juives. Un membre du bureau du CRIF a participé à cette réunion. Je n'ai pas pu le rencontrer. Il s'avère que je ne suis pas président de la Chambre de commerce France-Israël, vous l'avez noté, et que lorsqu'il y a un ministre qui est dans nos sujets, le ministre de l'Aliyah, le ministre de la Diaspora, le ministre des Affaires étrangères, nous les rencontrons évidemment, et nous l'avons fait. Donc là-dessus, il n'y a pas pour nous de polémique. On a répondu évidemment à cette invitation de la manière qui nous paraissait la plus pertinente. Et puis il y a aussi beaucoup de figures israéliennes qui viennent en France régulièrement et que nous n'avons pas pu rencontrer de la même manière. Donc, ce qui est important, c'est de bien dire aux auditeurs que nous battons tous les jours contre toute tentative de délégitimation et de boycott de l'État d'Israël dans la société française, et évidemment qu'il était important pour le CRIF d'être représenté dans toute invitation qui est avec un officiel israélien. Néanmoins, nous ne sommes pas non plus, comme je le disais, sur les sujets du ministère des Finances, donc ça ne nous paraissait pas opportun à ce stade de faire autrement. Et on reparlera de cet engagement pour Israël à travers cette grande journée du 18 juin dans un instant. Alors, l'actualité dans la communauté juive a aussi été marquée cette semaine par la condamnation à 7 ans de prison ferme du Moël Gabriel Assouline, à 62 ans, reconnu donc coupable de viol. Est-ce que vous pensez que ce verdict est une juste réparation pour les victimes, et puis surtout, quelle trace cette affaire va laisser dans la communauté? Certains articles parlaient d'un MeToo juif. La première chose que ça marque, c'est que la loi du pays est la loi, pour le dire comme ça, qu'il n'y a pas d'espace communautaire qui échapperait à la loi générale, et que un Moël, tout Moël qu'il soit, eh bien, lorsqu'il commet un viol, doit être condamné. Il l'est condamné fermement, et je crois que c'est une bonne chose, parce qu'il y a besoin de démontrer que la parole de ces femmes devait être entendue, leur détresse respectée, et évidemment qu'ils devaient être condamnés. Donc vous savez, il y a toujours beaucoup de gens qui considèrent qu'il y aurait un malaise à ce que des choses qui ont lieu dans la communauté juive soient, entre guillemets, déballées publiquement. Mais on n'a pas de malaise à avoir sur ce sujet. C'est un sujet d'ordre général. Ce qui se passe dans la communauté répond de la même manière que tout ce qui se passe dans la société française aux règles qui sont celles du cadre républicain ordinaire. Donc c'est pour moi évidemment une bonne chose. J'espère que ça contribuera à libérer la parole sur tout un tas de sujets, alors celui-là, ou des sujets connexes, dans la communauté, parce qu'il faut que chacun, ceux qui sont victimes, qui sont dans une souffrance liée à des actes de ce type, au sens large, sachent que leur parole sera toujours entendue et respectée. Tout autre chose maintenant, ce lundi, vous étiez à Sète, où une grande cérémonie était organisée par la ville, mais aussi par le CRIF Languedoc-Roussillon et sa présidente, Perla Danan, pour rendre hommage aux passagers de l'Exodus, ce bateau qui quitta donc le port de Sète le 11 juillet 1947, avec à son bord 4554 rescapés de la Shoah, arrivés donc à Haïfa. Hommage également à un commissaire de police, Laurent Lebouté, dont l'action en faveur de ces réfugiés a été importante. Vous étiez donc présent lors de ce dévoilement de ces 2 plaques. Pourquoi il était important de commémorer cette partie-là de l'histoire qui fait un lien justement entre la France et Israël? Ça fait un lien entre la France et Israël, ça fait un lien entre les questions de mémoire de la Shoah et les questions de création de l'État d'Israël aussi. D'abord, c'est un moment méconnu, mais un moment où l'aide de la France a été décisive dans les premiers pas d'Israël. On l'oublie très souvent quand on évoque les relations entre la France et Israël. On a tendance à rester sur les sujets de crispation, et il y en a malheureusement, mais il y a aussi des moments où la France a été très digne,
fiable, très efficace aux côtés d'Israël dans des moments où Israël en avait besoin, à défaut de trouver d'autres alliés. Eh bien, c'est ce moment-là que nous voulions honorer en étant présents sur place. Honorer aussi la générosité, la solidarité, l'humanité des Sétoises et des Sétois qui ont apporté des vivres aux passagers de l'Exodus. Et évidemment, mettre à l'honneur le commissaire Laurent Leboutet, qui a pris des risques. Et il faut noter que ce commissaire Leboutet, qui à ce moment-là a tout fait pour permettre à ses passagers d'embarquer avec de faux visas pour la Colombie, etc., était déjà le même qui, quelques années auparavant, avait permis à des Juifs persécutés de passer la ligne de démarcation et qui a été reconnu comme juste parmi les nations à ce titre. Donc il y a un lien, ceux qui se tiennent aux côtés des Juifs dans l'histoire, évidemment, se tiennent aux côtés aussi d'Israël. Et c'est cela qui était illustré par ce moment-là. C'était un moment extrêmement émouvant, une très belle cérémonie posée sur au milieu de la mer, quasiment, à l'endroit d'où le bateau est parti, et beaucoup d'émotions, puisque des réfugiés, enfin, des anciens passagers de l'Exodus, Pnina Gavouche et Moshe Rider étaient présents sur place 76 ans après. Ils étaient enfants ou adolescents sur l'Exodus et ils sont venus 76 ans après pour commémorer ce moment. Est-ce que cette France qui aide le jeune État d'Israël dans tous les domaines, je pense notamment des domaines technologiques et de défense, est-ce que cette France d'avant 67, quelque part, vous manque en tant que président du CRIF? Est-ce que vous aimeriez retrouver cette qualité de coopération? Il y a toujours eu les deux traditions en France, mais n'oublions pas que cette tradition-là de Français qui se sont tenus j'avais droit sur leurs valeurs aux côtés d'Israël dans des moments difficiles existe. À nous de tout faire pour les aider à être davantage audibles. Et je crois qu'ils continuent à exister. On est quelques jours aussi après, je le rappelle, la date anniversaire de la déclaration Cambon. La déclaration Cambon, ça a précédé de 6 mois, donc c'était le 4 juin 1917, ça précède de 4 ou 5 mois la déclaration Balfour, et c'était l'engagement à l'époque de la France en faveur d'un foyer national juif. Donc il y a une tradition sioniste aussi qui existe au Quai d'Orsay, à nous de leur mettre en face de temps en temps, de le leur rappeler, voilà, parce que cette tradition-là, elle existe aussi dans la société française, et nous devons tout faire pour la valoriser et parfois la réanimer. Eh bien, on en vient tout naturellement à ce dont Sandrine Seban a parlé dans un essentiel spécial il y a un peu plus d'une heure, cette grande fête du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Ça sera le 18 juin prochain au Trocadéro, avec donc de nombreux artistes, mais aussi des politiques. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure commune avec l'ambassade d'Israël et le Fonds social juif unifié? D'abord parce que je trouve important de célébrer Israël publiquement, sur une place publique, sur la place du Trocadéro, au vu de tous. Nous n'avons pas à nous cacher ou à nous enfermer pour célébrer les 75 ans de l'État d'Israël. Je voulais aussi que ce soit une fête populaire, c'est-à-dire ouverte à tous. Voilà, le CRIF est une institution qui appartient à tous les Français juifs. Et je veux que le plus souvent possible, nous ayons des événements qui s'adressent à tous, qui permettent à tout un chacun de participer à, en l'occurrence là, un grand concert, notamment, puis avec également la diffusion d'un certain nombre de films qui marqueront ces 75 ans de l'État d'Israël, mais de participer à des événements organisés par le CRIF et les institutions juives de manière générale. Les institutions, elles appartiennent à la communauté, et c'est aussi ça que ça veut illustrer. C'était l'une de vos promesses, de rapprocher les institutions, et notamment le CRIF, de la population juive. On parlait souvent pendant la campagne de cette déconnexion entre, on va dire, la base de la communauté juive et les institutions qui les représentent. C'est ce genre d'initiative qu'il faut mettre en avant ? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. C'est aussi des déplacements dans les communautés. J'ai tâché le plus possible d'être présent dans les communautés, en région, en banlieue parisienne également, pour échanger. Je le dis, le CRIF, c'est une institution qui n'a de sens et de légitimité que parce qu'elle est aussi issue de cette base communautaire, par le biais des associations membres du CRIF, bien sûr, mais aussi par des échanges directs. Dans un instant, dans cette sélection des moments forts de l'info de RCJ cette semaine, on reviendra sur le débat sur l'abaya qui a refait surface. Vous écouterez le témoignage de Didier Georges, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. À tout de suite. RCJ Midi, Rudy Saada. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Attention, événement.
Le dimanche 18 juin, place du Trocadéro, célébrons tous ensemble les 75 ans de l'État d'Israël. Le CRIF et le FSJU, avec le concours de l'ambassade d'Israël, vous convient à un événement festif et populaire retraçant les 75 ans de ce rêve devenu réalité. 75 ans d'amitié France-Israël et la mise à l'honneur des accords d'Abraham en présence de nombreuses personnalités et artistes. Venez vivre cette fête populaire avec un concert exceptionnel avec Cabra Kazé, Ishtar, Michel Fugain, Enrico Macias, Adama et invité exceptionnel, la célèbre troupe de percussionnistes israéliens Mayumana. Nous vous attendons tous nombreux pour ce grand moment de fraternité et de déclaration d'amour à l'État d'Israël. Le dimanche 18 juin, de 13h à 18h, place du Trocadéro. Pour plus d'infos, www.fsju.org. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France. Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Horte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte-France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. RCJ Midi, Rudy Saada. Avec une augmentation de 25% des atteintes à la laïcité à l'école en un an, le débat sur l'abaya à l'école, ce vêtement traditionnel ample, a donc refait surface cette semaine. Le point avec Églantine Delalleux. Si le mois d'avril avait été important avec 625 signalements, soit une hausse de 25% par rapport à mars, le mois de mai est en baisse avec 438 atteintes. Auparavant, le ministère de l'Éducation publiait ces chiffres chaque trimestre, mais face à une forte augmentation depuis la rentrée, leur publication est passée à un rythme mensuel. Alors, qui ne respecte pas la laïcité et de quelle manière ? La très grande majorité sont des élèves et un peu moins de 10% des parents. Alors, parmi ces signalements, près de 40% le sont pour le port de signes et tenues religieux, 13% sont des refus d'activités scolaires ou encore 11% sont des contestations d'enseignement. La plupart des faits ont lieu dans des collèges. Mais ces chiffres sont contestés. Oui, par certaines organisations et syndicats qui estiment qu'ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Les enseignants auraient peur de parler, alors que ces détracteurs l'accusent d'être en faveur d'une laïcité allégée. Pape Ndiaye souhaiterait prendre ce sujet à bras le corps et en particulier sur l'abaya, une tenue traditionnelle qui se porte au-dessus des habits. Un sujet qui a fait réagir Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale au micro de BFM TV. Je pense profondément que le principe de laïcité doit s'imposer dans l'ensemble de nos établissements scolaires et donc ces tenues-là ne doivent en aucun cas être tolérées. Je ne sais pas si c'est calculé, si c'est organisé et si on peut qualifier cela d'offensive, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans nos établissements scolaires, de tels habits sont inacceptables et ne doivent pas être tolérés et qu'il faut évidemment être derrière nos enseignants, derrière les proviseurs pour faire en sorte que ce sujet n'en soit pas un. Selon Le Parisien, le ministre de l'Éducation nationale a déjà réuni les recteurs sur ce sujet mardi et devrait rencontrer prochainement des chefs d'établissement. Nous sommes en ligne ce midi avec Didier Georges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur d'un lycée à Paris et secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Est-ce que tout d'abord, dans votre établissement, vous avez constaté depuis le début de l'année une hausse des atteintes à la laïcité, ce qui est des moments de tension autour de cette question ? Alors pas du tout, cher monsieur, mais je suis une exception à la règle parce que je dirige un lycée hôtelier
au sein duquel les élèves sont en tenue professionnelle du lundi au vendredi. Donc il n'y a pas du tout de place pour une quelconque fantaisie vestimentaire, si tant est qu'on ait envie de mettre une tenue qui serait originale, mais encore moins d'ailleurs pour les tenues qu'on pourrait qualifier de religieuses, évidemment. Églantine Delalleux évoquait il y a un instant la peur de parler de certains chefs d'établissement, de certains enseignants aussi autour de cette question. Quelle remontée avez-vous, vous, au syndicat ? Alors c'est certainement plus vrai d'abord pour les enseignants qui sont directement exposés aux élèves. Il n'en demeure pas moins. Nous, on a conduit une enquête avec le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, une enquête qui portait sur la situation de l'automne, de septembre à fin décembre, qui a révélé la présence de tenues et notamment d'abaya dans 7 lycées sur 10, dans 4 établissements scolaires sur 10 sur le territoire national, dans une enquête qui est scientifiquement incontestable. Donc, on a aussi révélé qu'un certain nombre de nos collègues ne faisaient pas remonter les incidents quand il y en avait, mais ça s'explique aussi par le fait que les chefs d'établissement qui sont un peu au four et au moulin règlent aussi les problèmes par eux-mêmes. Donc ils considèrent majoritairement que quand ils ont réglé le problème, il n'y a pas besoin de le signaler. Après, dans un second regard qu'on peut porter sur le non-signalement de ces incidents, il y a une proportion non négligeable de collègues qui expliquent ne pas faire remonter ces incidents parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, j'allais dire, par l'institution et laissés un petit peu seuls face à ces problématiques qui parfois nous confrontent à des personnalités très offensives, voire même parfois désobligeantes et insultantes, ou des jeunes filles qui, sous l'influence des réseaux sociaux, sous l'influence de TikTok, sous l'influence de ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est-à-dire les influenceuses de Dubaï, vont nous servir tout un tas d'argumentaires. Mais monsieur, ce n'est pas une abaya. Monsieur, c'est un vêtement que j'ai acheté chez H&M. Je l'ai acheté au marché, donc il n'est pas religieux. Or, aujourd'hui, on ne pourra jamais nous faire croire que quelqu'un qui porte une robe de prière ou assimilée robe de prière, le CIPDR l'a dit, ne manifeste pas son appartenance religieuse. C'est discutable. Effectivement, la loi est assez claire sur les signes religieux à l'école, mais il y a un flou qui est entretenu. Comment lutter contre ? L'abaya n'est pas formellement interdite dans la loi de 2004. Oui. On dit que sont interdits tous les signes qui manifestent une appartenance religieuse. Or, l'abaya originellement est un vêtement culturel et pas un vêtement cultuel. Donc, il y a des argumentaires qui sont développés en contre de cette manière-là. Mais au-delà, si vous me permettez, au-delà de la question de la religion, parce qu'on donne l'impression de stigmatiser sur une religion plus que les autres, le vrai problème de tout cela, c'est une question d'appartenance à la République. Vous voyez, la noblesse de la République, celle qui fait corps, celle de Jean Zay. Et je pense que quand on veut se distinguer à l'école publique, quand on veut se distinguer à travers sa tenue vestimentaire, quelles que soient ses intentions, qu'elle soit religieuse ou pas, quelque part on s'exclut de la République et ça c'est tout à fait dérangeant. Donc moi je suis un peu bouleversé par le fait qu'aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes filles ne souhaitent pas s'inscrire dans la République laïque que Jean Zay a participé à construire et que nous adorons tant. Après, cela dit, pour des adolescents, c'est assez classique de vouloir s'affirmer par sa tenue vestimentaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais qu'ils le fassent à l'extérieur d'un lycée. Le lycée, lui, et c'est tout l'objet de la loi de 2004, l'école publique n'a pas à être le lieu de l'expression de son originalité ou de... Alors vous allez me dire, si on part de là, les t-shirts ACDC ou les t-shirts avec le Tché devraient aussi être interdits. Oui, évidemment. Mais de toute manière, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a quand même une forme, alors je ne sais pas quel terme employer, une offensive politique, peut-être, qui tente à multiplier les situations dans les établissements scolaires. Quand je vous dis que 7 lycées sur 10 sont concernés par les problèmes de tenue vestimentaire, si je vous dis que plus de 3 établissements sur 10 sont concernés par des élèves qui contestent les contenus d'enseignement au nom d'une vérité religieuse, si je vous dis qu'il y a un évitement très fort de l'EPS et de la piscine, si je vous dis que pendant les sorties scolaires et les voyages scolaires, on a des atteintes à la laïcité avec le port du voile en particulier, voilà. Ce n'est pas porter un t-shirt ACDC ou manifester une quelconque micro-opinion sociétale. On est tout à fait sur autre chose, cher monsieur.
Il y a, vous avez dit tout à l'heure, des situations qui sont réglées par les enseignants eux-mêmes. On a le sentiment de voir l'éducation nationale assez démunie face à cette question, face à ce flou qui est évidemment entretenu. Quand les situations arrivent à se régler dans les établissements, quels sont les moyens de la régler? Quelles sont les solutions qui sont trouvées? Alors c'est une de nos revendications syndicales. On aimerait que le ministère réfléchisse à un outil adapté et spécifique concernant les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, puisque pour l'instant sur le territoire national, on utilise un outil qui est plus généraliste, qui servait à recenser les incidents majeurs, mais on peut pas qualifier la gravité de façon précise, et on est à penser, un certain nombre à penser en tout cas que l'outil qui est mis à notre disposition et pas partout sur le territoire national. Il n'y a pas uniformité. Par exemple, à Paris, il n'y a pas cet outil. On a d'autres moyens de signaler, mais on n'a pas cet outil en particulier. Et on aimerait un outil national, uniforme, partout sur le territoire et qui soit mieux adapté et mieux réfléchi pour faire remonter les incidents. Ça éviterait sans doute, au-delà de l'autocensure, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme d'autocensure, que ce soit chez les enseignants et chez certains collègues aussi. Il y a un syndrome Samuel Paty. On ne se cache pas derrière ça. C'est minoritaire, mais ça existe. Et dans cet outil, il y aurait l'anonymat, par exemple? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais enfin, si on doit régler le problème dans un EPE, en fait, c'est pas la question d'anonymat, c'est la question de la précision de l'outil, et puis de l'uniformisation, j'allais dire, sur le territoire national de cette remontée. Le ministre donne des chiffres. Je n'ai aucun doute sur le fait que le ministre donne des chiffres réels. Et c'est pas l'objet, il n'y a pas de débat sur cette question, mais ces chiffres sont sous-évalués parce que les remontées du terrain ne se font pas forcément très bien. Donc c'est pas lui qui triche sur les chiffres, c'est le terrain qui ne fait pas remonter suffisamment de manière fiable et de façon correcte les informations. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mais quand 7 lycées sur 10 voient des jeunes filles arriver en robe de prière, c'est anormal. Et il y a d'autres incidents aussi qui devraient être remontés et qui ne le sont pas toujours. Il faudrait libérer la parole. Il y a un syndrome Samuel Paty, il y a une petite crainte de la hiérarchie, parfois. C'est daté. Aujourd'hui, il y a des référents laïcité dans toutes les académies. Il y a des gens qui sont des interlocuteurs plus fiables pour les chefs d'établissement, pour les enseignants aussi. Mais il y a toujours un peu cette crainte, il y a toujours cette inertie de l'absence de confiance en l'institution qui date d'avant Samuel Paty, mais qui est encore un peu prégnante. Dans un instant, suite et fin de cette sélection des moments forts de l'info, on écoutera le billet d'humeur, un billet très commenté de Patrick Klugman. RCJ Midi, Rudy Saada. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Du 15 au 29 juin, le Festival des cultures juives revient. Concerts, rencontres, théâtre, projections, expositions, visites, le Festival des cultures juives, du 15 au 29 juin, ce sont 30 événements au cœur de Paris, des créations inédites, des découvertes, des moments exceptionnels. Réservation festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org, un événement du Fonds social juif unifié. RCJ Midi, Rudy Saada. Suite et fin de cette sélection de l'info d'RCJ Midi, on va écouter un billet d'humeur qui a été extrêmement commenté cette semaine. Il s'appelle « La vérité si je meurs » et il est signé de l'avocat et militant Patrick Klugman. Le billet d'humeur, Patrick Klugman. Bonjour Patrick. Bonjour. Je ne le connaissais pas, mais c'est de l'un des nôtres qui est tombé, et de manière tragique. Exécuté à Paris de 5 balles. Il aurait pu être un fils, un cousin. Sa famille le pleure et nous aussi. Le jeune Ruben, assassiné dans un contexte, dit-on, de règlement de compte, me fait penser à mes enfants, ou à leurs copains, avec 10 ans de plus. Issu de Maïmonide, papa d'une petite fille, il travaillait dans le 17e et vivait dans le 16e.
Que nous le voulions ou non, quelle que soit notre origine, notre pratique religieuse, notre application communautaire ou citoyenne, nous faisons partie de la même communauté. Et pas seulement parce qu'il s'agit d'une exécution, il est évident que cette mort ne doit rien au hasard. Et cette mort ne doit rien au hasard, c'est aussi parce que si elle n'est pas de notre faute, elle est quelque part de notre fait. À un moment, Rudy, des constats s'imposent. En 25 ans, on est passé de la vérité si je mens à la vérité si je meurs. La tradition ancienne qu'il faut gagner de l'argent, avoir une parnassa, mais aujourd'hui, c'est l'argent qui nous gagne. Notre jeunesse est de plus en plus observante, c'est tant mieux. Mais dès qu'il s'agit d'un Porsche Cayenne ou d'une Royal Oak, on est quand même plus regardant sur le combien que sur le comment. Je ne remets pas du tout en cause la sincérité de nos jeunes coreligionnaires dans la transition écologique ou dans la construction d'un monde décarboné, même si c'est un peu contre-intuitif vu leur goût immodéré pour les SUV polluants. Simplement, je note qu'à un bout de la chaîne, on a de la vente un peu poussive, pour dire les choses poliment, de pompe à chaleur, qui est à la lisière de la délinquance, et à l'autre, on a de la criminalité organisée, avec les affaires dites d'escroquerie à la taxe carbone, qui sont celles qui ont engendré le plus lourd préjudice de l'histoire de la délinquance. 2 milliards d'euros rien que pour la France, avec de nombreux morts, de tentatives d'assassinat ou des séquestrations, tous de juifs. Alors je connais de nombreuses personnes, y compris peut-être parmi nos auditeurs, qui sont séduits par les discours de Zemmour ou de Marine Le Pen sur le lien un peu facile et rapide entre immigration et délinquance, et qui oublient parfois la contribution tristement historique des nôtres, entre guillemets, à la criminalité. Dans cet environnement hautement toxique, nous avons bien des victimes françaises et des auteurs qui se trouvent souvent en Israël et qui y trouvent non pas un refuge pour fuir l'antisémitisme, mais plutôt la justice, et souvent continuer depuis la Terre Sainte des activités qui ne le sont pas, comme les tristement fameuses arnaques au président. Le prix à payer pour le sionisme est élevé, et le résultat déplorable. Aujourd'hui, être un Français installé en Israël devient, pour les Israéliens comme pour les autorités françaises, bien souvent une cause de suspicion. Alors je combats cet amalgame comme tous les autres. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le tapage médiatique fait par certains depuis Israël ou depuis le plateau de Cyril Hanouna ne nous aide pas beaucoup. Alors Rudy, quand est-ce qu'on dit stop? À combien de coups de feu? À combien de morts on s'arrête? Et si on commençait par le commencement? Tiens, la cache-route par exemple. On sait très bien, et depuis des millénaires, distinguer ce qui est cachère de ce qui est taref. On sait même que quand on se pose la question, on connaît déjà la réponse. Et si on avait la même rigueur sur l'origine des fonds qui irriguent parfois la vie juive que sur celle des aliments que nous consommons? Et si un malfaiteur ne pouvait plus être considéré nulle part comme un bienfaiteur? Et si nos rabbins, dont les cours sont très courus, même sur les réseaux sociaux, enseignaient que l'on ne peut pas opposer impunément la halakha et la loi, et que c'est pire de voler son prochain ou son voisin si l'on a une kippa sur la tête? Qu'est-ce qu'on attend pour que les écoles qui forment nos jeunes, les mouvements de jeunesse qui les encadrent, les institutions qui les financent, les consistoires qui forment les rabbins, les raves qui accueillent les fidèles, considèrent que la culture de l'argent facile est un problème qui entache et ensanglante la communauté juive? Évidemment, on peut regarder ailleurs. Et surtout ne pas en parler parce que ça donne une mauvaise image. Mais on peut aussi se demander si ce qui donne une mauvaise image, c'est une chronique d'appel à la responsabilité sur RCJ, ou le fait que le documentaire Les Rois de l'arnaque, dont tous les protagonistes sont juifs, soit le plus diffusé sur la plateforme Netflix au niveau mondial. Oui, je laisse la question ouverte. On peut aussi se dire que nous sommes une communauté où chacun est impacté par ce que l'autre fait. On peut aussi se dire que jamais dans notre histoire, notre image n'a été aussi éloignée de nos valeurs. On peut surtout se dire que nous pouvons réussir avec l'exemplarité ce que l'on a fait avec la solidarité. Alors j'entends bien le malaise, mais il serait tout de même saugrenu que tout le monde s'empare du sujet, du parquet de Paris au journal Le Monde, avec la bienveillance que l'on sait, sauf le monde juif lui-même. Car à la fin, c'est bien de nos jeunes dont il s'agit. Alors voilà, je le dis ici, je souhaite que la disparition tragique du jeune Ruben soit la dernière. Je lance un appel solennel à nos responsables communautaires pour que quelque chose soit fait. La moralisation de la vie juive est une condition de sa survie.
Je mesure bien la sensibilité du sujet, surtout le fait de s'en emparer. Mais je songe, pour finir, à ce que Ben Gurion nous laisse. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les antisémites disent, mais ce que les juifs font. C'est tout le sujet. Et voilà, c'est la fin de ce RCJ Midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la rédaction et aux équipes techniques de RCJ. Merci donc de votre fidélité. Dans un instant, c'est un livre, un lecteur avec Florence Berthoud, avec Didier Caron. Et ils évoqueront Joseph Kessel à 13h30. Ça sera In the Mix avec Francky Perez, avec les derniers tubes depuis Tel Aviv. Voilà donc pour le programme excellent. Shabbat à toutes et à tous. On se retrouve lundi matin en direct pour l'info. Très bon week-end, très bon Shabbat à toutes et à tous. RCJ Midi, Rudy Saada.